Bonjour à tous, Anthony Ballet, responsable marché nutrition et robots donc chez Ellipse. Ravi de vous accueillir donc pour ce deuxième webinaire de la semaine de la performance donc Ellipse du 1er au 4 septembre, donc une série de 15 webinaires. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deuxième donc sur le thème de la nutrition de précision et donc l'apport d'acides aminés dans la ration des vaches laitières. Alors, le déroulement, nous allons donc aborder différents sujets. Je vais être accompagné donc de mon invité Clément Sierot, nutritionniste chez Ajinomoto. Donc, je vais lui laisser la parole tout à l'heure et il pourra se présenter et donc présenter la partie sur les acides aminés. Donc, tout d'abord, on va parler de la mise en place des acides aminés dans la ration, de l'optimisation de leur utilisation, les bénéfices possibles. Et puis, donc, Clément prendra la main ensuite pour présenter donc Ajinomoto, présenter un peu l'historique des acides aminés sur le marché, et puis donc des résultats d'études et d'expériences terrain. Alors, tout d'abord, avant de commencer, deux petites questions. Donc, sur votre droite de votre écran, vous avez un petit onglet sondage. Sur l'onglet sondage, vous pouvez répondre à ces deux questions. Donc, la première, alors qui va paraître tout en bas de votre sondage, et elles sont inversées. Donc, utilisez-vous des acides aminés dans vos rations aujourd'hui? Donc, une réponse oui ou non. Et puis, une deuxième question, quels sont les bénéfices d'un apport d'acides aminés dans la ration des vaches laitières? Donc, vous pouvez répondre à la fois à un effet bénéfique sur la production laitière, la matière protéique, la matière grasse, ou la repro, l'aspect santé ou environnemental, ou plusieurs réponses à la fois. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre, et puis donc nous y reviendrons à la fin de ce webinaire, puisqu'on aura un petit temps d'échange sur la fin. Alors, c'est quoi un acide aminé? Donc, tout d'abord, quelques rappels. Les vaches synthétisent leurs protéines à partir des acides aminés absorbés au niveau de l'intestin. Donc, l'idée, différentes sources d'acides aminés. Une première partie des acides aminés viennent des protéines microbiennes. La valorisation de la ration produit des protéines microbiennes. Une autre directement de la ration. Donc, une autre source d'acides aminés, c'est directement de la ration. Et puis, un apport d'acides aminés complémentaires peut être réalisé, donc une autre source d'acides aminés. Donc, à partir d'acides aminés complémentaires apportés, dans ces cas-là, il faut bien évidemment qu'ils soient ruminoprotégés afin d'être valorisés au niveau de l'intestin. Donc, l'objectif, c'est de maximiser la production de protéines microbiennes, donc approvisionner le rumen en sources d'azote dégradables, différentes sources d'azote, mais aussi d'énergie dégradable dans le rumen, puisque l'énergie, c'est aussi un des éléments importants pour la fermentation des éléments et donc la production de protéines microbiennes. Et puis donc de fournir des acides aminés à l'intestin, ce qu'on appelle les acides aminés bypass, qui vont être ingérés et donc valorisés directement au niveau de l'intestin. Donc là, en associant des sources de protéines différentes, des acides aminés protégés et des acides aminés complémentaires, ruminoprotégés, on va pouvoir améliorer, augmenter les performances laitières au niveau des vaches laitières. Donc, à noter, aucun fourrage et matières premières aujourd'hui ne sont suffisamment riches en acides aminés pour couvrir les besoins de l'AVL, notamment à partir des productions de l'ordre de 30 kg. Il faut des acides aminés complémentaires pour optimiser les performances. Donc, un acide aminé, les acides aminés, il en existe une vingtaine, 20 acides aminés différents. Donc, 10 essentiels, 10 non essentiels. Donc, les essentiels ne sont pas synthétisés par l'animal et donc, ce qu'on appelle, ils vont être limitants. Donc, les 4 principaux acides aminés limitants sont la méthionine, donc bien connue depuis quelques années et utilisée pour notamment son effet sur la matière protéique, le taux protéique. Donc, l'histidine et la leucine. Et puis, donc, le quatrième, la lysine, qui est disponible depuis quelques mois sur le marché européen, qui va permettre, qui va avoir un effet, elle, plus au niveau du lait, de la production de lait. Et donc, la vache va avoir une réponse indépendante des acides aminés par la vache. En revanche, lorsque la méthionine
et la lysine sont cumulés, on peut encore améliorer les bénéfices, augmenter les bénéfices sur la production de lait et différents domaines. Donc, je vais laisser tout à l'heure Clément exposer différents éléments, notamment sur la lysine. Alors, concernant la mise en place d'acides aminés, tout d'abord, on fait un point sur les fondamentaux. L'idée, on regarde un point au niveau du troupeau, le management du troupeau, puisque on va avoir un effet très réduit sur notamment des vaches en fin de lactation. Donc, dans le cas où il y a un troupeau avec un stade relativement élevé, cela risque de poser problème ou d'avoir des performances qui vont être limitées. Ensuite, il faut maîtriser tous les autres paramètres, tout ce qui est consommation d'eau, niveau énergétique de la ration, UF amidon, niveau de MAT, de PDI de la ration, couverture en oligo, vitamines et minéraux. Donc, on fait déjà un premier bilan du troupeau. Ensuite, pour optimiser leur performance, il faut bien connaître tous les éléments des ingrédients de la ration, donc les compositions exactes des aliments, puisque vous pouvez voir en dessous, donc le soja va être plutôt apporteur de lysine et le colza, à l'inverse, va être plutôt apporteur de méthionine. Donc l'idée, c'est de bien avoir chaque élément, la composition des aliments notamment, avec chaque ingrédient pour optimiser le calcul et donc améliorer les performances. Et ensuite, on ajuste l'apport de protéines et d'énergie au niveau du rumen. Donc, on vérifie le bon fonctionnement du rumen donc, afin d'optimiser les performances des acides aminés. Donc, on ajuste l'énergie puisque, comme on disait tout à l'heure, c'est un des éléments importants. Et on ajuste également la protéine parce que beaucoup de rations aujourd'hui sont excédentaires en protéines, en PDIN. Et donc, on peut réduire cet apport de protéines avec l'utilisation d'acides aminés. Donc, concernant la mise en place, là aussi, donc en fonction de la production, du niveau de production et des taux, on adapte les quantités de méthionine et de lysine qu'on peut voir sur le graphique, donc l'évolution en fonction du niveau de production, ou le besoin qui évolue en fonction du niveau de production, et puis d'avoir toujours ce rapport de 1:3 entre la lysine sur méthionine. Là aussi, beaucoup de rations aujourd'hui se situent avec des ratios ou des rapports de 1:4. Et donc, l'élément aussi important dans le cas de la mise en place d'acides aminés, il ne faut pas oublier les vaches taries. Cette phase très importante sur notamment les performances laitières, enfin, qui va amener des performances laitières, l'aspect santé, l'aspect reproduction. Donc, il faut noter que beaucoup de vaches aujourd'hui sont en stéatose hépatique en début de lactation. Donc, les acides aminés vont vraiment avoir un rôle sur le foie, un rôle hépatique pour justement optimiser les démarrages en lactation. Ils vont permettre également de stimuler l'ingestion, donc de développer les cellules sécrétrices mammaires. Et puis, donc, derrière, des qualités de colostrum qui vont être meilleures et donc un effet santé et immunité de l'animal. Donc, aujourd'hui, grâce à des nouveaux modes de calcul, notamment avec Systali et donc un rationneur adapté, va nous permettre aujourd'hui d'optimiser l'utilisation des acides aminés. Donc là, vous avez devant vous deux exemples de rations, on va dire, identiques en valeur, UFL, PDI, Valproru en MAT. En revanche, deux rations avec des profils de concentrés différents. Et là, vous pouvez observer qu'une ration va avoir plutôt un rapport de l'ordre de 1/4, alors que la ration en dessous va être plutôt sur un rapport de 1/3. Et on peut voir ici, sur l'aspect méthionine notamment, qu'on va être plutôt sur un aspect déficitaire de méthionine. Et donc, ces éléments-là vont nous aider à comprendre les baisses de lait, les baisses de taux protéiques, là où on avait tendance quelquefois à plutôt se focaliser sur les UF et les PDI de la ration. Derrière, on va pouvoir peut-être expliquer ces évolutions grâce notamment à l'analyse des acides gras. Alors, concernant l'aspect économique, donc un intérêt économique, alors une petite simulation, donc aujourd'hui un apport d'acides aminés, alors si on raisonne sur de la méthionine plus de la lysine, on va être sur un investissement de l'ordre de 35 centimes par vache et par jour. Donc dans le cas où, comme on disait tout à l'heure, on est sur une ration excédentaire en protéines,
on va pouvoir réduire un peu le correcteur azoté, donc on va avoir un gain à ce niveau-là. En revanche, en règle générale, il faut remonter un peu l'énergie de façon à compenser cette baisse du F par le correcteur. On va la compenser par une augmentation d'énergie. Donc, si on raisonne uniquement sur le coût alimentaire, on peut se retrouver effectivement sur un aspect déficitaire économique. En revanche, lorsqu'on est plutôt sur une marge par vache, il faut tenir compte donc, de l'évolution de la quantité de lait, donc une évolution possible de la quantité de lait. Donc, on va voir justement tout à l'heure, Clément va nous présenter quelques résultats d'études qui nous montrent vraiment une évolution, alors à différents niveaux, avec des réponses différentes selon les troupeaux. Mais si on estime une augmentation de lait de l'ordre de 1 kg de lait par jour et une augmentation de TP de 1 point, finalement, on se retrouve avec une marge par vache excédentaire, donc plutôt positif, voire important, donc selon aussi les réponses troupeaux. Mais dans ce genre d'investissement des acides aminés ou d'incorporation dans la ration, il faut vraiment faire un bilan de la marge à la vache et non pas uniquement sur le coût de mise en place du coût alimentaire, mais il faut bien raisonner à la vache. Voilà, donc quelques effets ou quelques évolutions positives, notamment au niveau économique. Alors, les différents bénéfices possibles, donc des apports équilibrés en acides aminés, donc différents points, notamment le premier sur l'amélioration de l'efficacité globale des protéines. Hein, donc, on a des taux d'efficacité qui sont relativement stables depuis quelques années de la protéine. Donc là, on va pouvoir améliorer l'efficacité de cette protéine. Et puis, notamment, une réduction de distribution de protéines. Donc, dans certaines stratégies de réduction d'intrants, notamment sur la protéine, l'apport d'acides aminés va pouvoir être très positif sur cet aspect-là. Et donc, derrière, de diminuer les rejets azotés. Ensuite, il y a un effet positif sur les performances laitières, que ce soit le lait ou les taux, donc on a un aspect favorable. Et donc là, dans ces cas-là, si on raisonne donc à la marge à la vache, là aussi, on peut gagner ou compter améliorer la marge économique, la marge à la vache, donc sur le troupeau. Les autres bénéfices, donc là, améliorent la fertilité, donc un aspect sur la reproduction, donc meilleur développement des embryons, développement des follicules. Donc là aussi, d'où l'intérêt de bien démarrer sur la phase transition, la phase TARI. Donc l'apport d'acides aminés va permettre un développement des follicules, donc, puisque les follicules démarrent bien avant le vélage. Donc là aussi, si on peut gagner des cycles ou des taux de gestation, des taux de réussite première, donc on va derrière ramener un gain économique par vache. Et puis une amélioration de la longévité du troupeau. Donc on favorise l'exportation des lipides du foie, donc un rôle hépatique. Et là aussi, va permettre derrière économiquement de gagner sur l'aspect perte lié aux cétoses. Donc on favorise l'aspect, la production d'antioxydants, donc tout ce qui est immunité. Voilà, donc des bénéfices économiques avérés globalement, à condition bien sûr de maîtriser tous les éléments de sa ration. Donc on raisonne un investissement, enfin on optimise la valorisation des acides aminés dans le cas où on les met en place. Voilà, donc je vais laisser maintenant la parole à Clément. Donc Clément Siro, je vais laisser se présenter. Il va nous présenter maintenant donc Ajinomoto, l'historique en gros des acides aminés et puis des résultats d'enquête. Donc je reviendrai ensuite pour répondre à vos questions. À tout de suite. Bonjour à tous, merci Anthony pour l'invitation. Comme tu disais, je travaille chez Ajinomoto, qui est, comme ça s'entend, une entreprise japonaise qui a été créée il y a maintenant plus de 100 ans en fait, avec la découverte de l'umami, qui est un des goûts qui est dû à l'acide glutamique, donc un acide aminé. Et l'entreprise en fait s'est développée autour de la production des acides aminés par fermentation. Pour différents domaines, hein, que ce soit l'agroalimentaire, la pharmacie, différents types de matériaux et ce qui nous intéresse ici, nous, la nutrition animale. Donc ça a commencé, l'utilisation des acides aminés pour la nutrition animale, il y a déjà quelques dizaines d'années maintenant et vous voyez ici la photo de notre site d'Amiens qui a plus de 40 ans. Donc la nutrition acide animal, nutrition acide aminé pardon, pour les animaux, ça a commencé avec les monogastriques.
ça date un petit peu. Par contre, pour les ruminants, on a un petit peu de retard à ce niveau-là, puisque jusque dans les années 2000, en fait, on formulait uniquement sur la MAT. C'est qu'à partir, il y a environ 20 ans qu'on a commencé, notamment grâce à l'INRA, à regarder un peu plus précisément les PDI, protéines digestibles dans l'intestin. Et finalement, ça fait qu'une petite dizaine d'années qu'on regarde vraiment la vraie nutrition acide aminé, parce qu'en fait, la première méthionine protégée est arrivée sur le marché au début des années 90, mais c'est que plus de 10 ans plus tard qu'on a eu la première lysine protégée. Et de notre côté, Ajinomoto, on est arrivé avec notre premier produit, donc Agiproel, aux États-Unis, ça fait à peine 10 ans, en 2011. Donc depuis, on a développé le produit, on l'a amélioré et on en est maintenant à la 3e génération qui est disponible en Europe et donc en France depuis seulement l'année dernière en fait. Pour vous donner une idée de l'intérêt en fait de la filière pour les acides aminés, notamment la lysine protégée, quand Ajinomoto est arrivé sur le marché américain en 2011, on estime qu'il y avait qu'environ 250 000 vaches qui consommaient en fait de la lysine protégée. Et 7 ans plus tard, ce chiffre a été multiplié par même plus de 5. Donc on voit vraiment un intérêt des nutritionnistes et des éleveurs pour l'utilisation de ces acides aminés et des bénéfices. En France, maintenant, comme Anthony l'a dit, notamment avec le système Cystali de l'INRA, on a maintenant des données assez précises sur les acides aminés, des modélisations intéressantes, et on a sur le marché à la fois la lysine et la méthionine protégées, qui sont les 2 acides aminés les plus limitants pour les vaches laitières. Donc on estime qu'en France maintenant, on a quand même les outils nécessaires pour aller vers une nutrition acide aminé qui serait plus efficace et plus précise. Donc je vais me concentrer sur la lysine principalement, puisque comme j'ai dit, nous on fabrique Ajinomoto des acides aminés par fermentation, donc on fabrique pas de méthionine. Donc notre produit c'est Agiproel, de la lysine. On a plusieurs façons de l'utiliser, je dirais, selon les objectifs de l'éleveur et voilà, sur la ferme. On a un aspect de productivité où en gros on va chercher à augmenter tout simplement le niveau de lysine totale de la ration. On a des méta-analyses qui nous montrent que en augmentant le niveau de la ration de 10 grammes de LISD, ce qui correspond à 40 grammes d'Agiproel, on augmente en moyenne la production laitière de 3,5%. Ensuite, on a un aspect reformulation de la ration pour différents objectifs. Ça peut être une baisse de protéines, une amélioration de l'autonomie protéique de l'élevage ou une reformulation plus générale pour équilibrer l'énergie et la protéine. Donc on ne cherche pas forcément dans ces cas-là à augmenter le niveau d'acide aminé de la ration. Donc c'est l'exemple que vous avez en haut à droite là. Un exemple tout simple, c'est de retirer en fait 1 kg de soja, d'ajouter un peu plus d'1 kg de colza, 200 grammes de maïs pour compenser l'énergie et 20 grammes d'Agiproel. Et dans ce cas-là, ça vous donne la même quantité d'acide aminé. Et ensuite, le dernier aspect dont Anthony a également parlé, c'est la prépa-vélage, donc les 3 semaines pré-vélage. On a fait pas mal d'essais récemment et on a montré que ça avait un intérêt sur les vaches avec une augmentation de la production laitière concernant la lysine, mais aussi sur les veaux avec une meilleure immunité et une meilleure croissance en fait pendant les premières semaines de vie. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de ces différentes utilisations. Alors, au niveau de la productivité, ça c'est un essai qu'on a mené en Bretagne sur une ferme 70 vaches avec un robot. Vous avez la ration, mais je vais pas la détailler plus que ça. Ce que je veux juste montrer, c'est que c'était un troupeau déjà très productif, avec 40 kg de lait, avec des taux tout à fait corrects et avec une bonne repro. Donc on était à 150-160 jours de lactation en moyenne. Cette ration était quand même assez concentrée en énergie. Vous avez 27% d'amidon et on n'avait pas un excès de protéines puisqu'on était à 16% de 16,5 de MAT. Ce qui était intéressant sur cette ferme également, c'est qu'on avait déjà en fait de
de la méthionine protégée, ici avec la smartamine. Donc on n'avait pas de déficit de méthionine. Et donc à partir de cette analyse de la ration, on s'est dit qu'on pouvait en fait se permettre de rajouter juste de la lysine on top, donc sans modifier la ration, hein, juste 50 grammes d'Agiproel en fait à l'auge, et on a regardé ce que ça faisait sur la production laitière. Et donc vous avez les résultats ici, hein. En haut à gauche, vous avez le graphique. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est en fait la courbe de lactation sur la ferme. En bleu, vous avez la courbe de lactation sur les 6 mois qui ont précédé l'essai, en fait. Et en rouge, vous avez la même courbe de lactation, mais pendant la supplémentation avec de la lysine. Et donc on se rend bien compte que la production était plus élevée pendant la supplémentation avec de la lysine, et d'autant plus qu'on se rapprochait en fait du début de lactation et au niveau du pic. Vous voyez les résultats sur la ferme en haut à droite, hein. On a eu 1,7 kg de lait en plus pendant l'essai avec le TB qui n'a pas changé. On a eu une légère diminution du TP, hein. Mais ce qui est important de regarder, c'est quand on prend un lait corrigé, un lait standard, si vous voulez, à 7 de matière utile, on a quand même 1,5 kg de lait en plus sur cet essai. Donc comme je le disais, on a pu voir que les vaches en début de lactation ont plus profité de la supplémentation en lysine, hein. Sur les vaches à moins de 80 jours de lactation, on a eu 2,6 kg de lait en plus par rapport aux 1,2 kg sur le reste des vaches. Et on a le droit de se demander, hein, pourquoi les vaches en début de lactation répondent mieux. Et en fait, c'est dû au fait que les acides aminés, enfin la méthionine et la lysine en tout cas, lorsqu'ils sont apportés en quantité suffisante et avec un ratio correct, ont la capacité d'augmenter le nombre de cellules sécrétrices de lait dans la mamelle. Et donc, qui dit plus de cellules sécrétrices de lait, potentiellement plus de production laitière. Voilà pour l'aspect productivité. Ce que je vous montre ici, c'est un essai basé sur la reformulation. Donc, ça a été mené en Belgique en partenariat avec Ilvo, qui est l'INRA belge, hein, en gros. Et l'objectif sur cet essai, c'était d'enlever en fait tout le soja de la ration et de le remplacer par du colza, plus de la lysine. Donc on a enlevé du soja classique étané, qu'on a remplacé par du colza pareil, classique étané, 45 grammes d'Agiproel pour compenser la lysine, et on a ajouté ainsi un peu d'urée pour compenser l'azote dégradable rumen. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on n'a pas eu besoin sur cet essai de rajouter de méthionine protégée, puisque le colza est déjà naturellement plus concentré que le soja en méthionine. Donc vous avez en bas à gauche les résultats de cet essai, avec, on n'a pas eu de différence d'ingestion, hein. On a eu 500 grammes de lait en plus au tank, mais cette fois avec des taux, que ce soit le TP comme le TB, plus élevés. Et donc lorsqu'on reprend un lait corrigé à 7%, comme j'ai fait tout à l'heure, on a cette fois 1,3 kg de lait en plus. Donc cet essai a été un vrai succès, hein. Les éleveurs étaient plutôt contents mais aussi surpris, puisqu'ils avaient fait le même type d'essai 2 ou 3 ans avant, mais cette fois sans lysine. Ils avaient remplacé tout le soja par du colza, mais sans lysine, et ils avaient plutôt eu tendance à avoir une diminution de la production laitière. Donc là, on a un vrai intérêt de l'utilisation de lysine protégée dans ces cas-là. Ensuite, dernière utilisation que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'utilisation en prépa-vélage et en période de transition de manière plus générale. Donc période de transition qu'on définit comme moins 3 semaines avant vélage jusqu'à 3 semaines post-vélage. Et donc ça, c'est un des essais qu'on a mené récemment, où on a comparé différents modes d'utilisation de lysine, différents traitements. Donc ici, vous avez en haut à gauche, hein, le protocole avec soit des rations contrôle, hein, sans lysine, avec des traitements lysine uniquement post-vélage, ou un traitement lysine uniquement pré-vélage. On a comparé avec également un traitement avec de la lysine à la fois pré et post-vélage. Et donc sur le graphique au milieu en haut, hein, vous avez les résultats sur la production laitière, où on voit que lorsqu'on donne de la lysine, soit uniquement avant ou après vélage, on a une augmentation laitière
qui est similaire entre les deux traitements, mais la meilleure réponse qu'on a, en fait, c'est vraiment quand on supplémente en lysine à la fois pré- et post-vélage. Donc là, on a vraiment une amélioration de la production laitière en début de lactation. Donc ça, c'est pour l'effet vache. Et comme mentionné tout à l'heure, on a un intérêt aussi sur les veaux, lorsque leurs mères en fait, ont eu de la lysine en pré-vélage, puisqu'en fait, les vaches ont un colostrum plus riche en IgG. D'ailleurs, je vois que les valeurs sont pas... Ouais, bon, vous voyez sur le graphique, on a un colostrum plus riche en IgG, et donc avec potentiellement une immunité qui passe mieux aux veaux. Et ce que j'ai pas mentionné ici sur cette diapo, c'est également qu'on s'est rendu compte que les veaux avaient une meilleure capacité d'absorption en fait du colostrum et de différents nutriments. Donc, ce qui se traduit assez logiquement par une croissance plus élevée pendant les premières semaines de vie. Ce que je voulais souligner au fait aussi, c'est que les acides aminés, donc comme l'a dit Anthony, hein, c'est des nutriments, c'est pas des additifs, donc il faut pas s'attendre dans n'importe quel cas à mettre 10 grammes ou 15 grammes d'acides aminés protégés et à avoir automatiquement une réponse. C'est des nutriments, il faut regarder précisément ce qu'on a dans la ration. Donc ce qu'a dit Anthony tout à l'heure, hein, il faut avoir des connaissances de la ration, il faut avoir des analyses fourrage, il faut savoir connaître la composition précise des aliments, il faut avoir un bon logiciel de rationnement qui permet justement de donner ces différents éléments-là. Un point d'attention également, c'est le niveau en méthionine de la ration de départ, hein. Si on est très déficitaire en méthionine, on sait que la lysine n'aura pas un effet optimal. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop de problème là-dessus sur des rations à base colza, puisque comme je le disais tout à l'heure, le colza est concentré en méthionine. Un autre point très important, c'est le stade de lactation. Comme je l'ai montré tout à l'heure, les vaches répondent beaucoup mieux lorsqu'elles sont en début de lactation. Et donc, si on a un stade de lactation sur le troupeau qui est trop élevé, on va mettre plus de temps en fait à observer une réponse sur la lysine, puisqu'il va falloir il va falloir attendre plus longtemps pour que de plus en plus de vaches qui viennent de véler reçoivent de la lysine en plus en début de lactation. Mais c'est aussi une opportunité, hein, ça, puisque pour les éleveurs qui ont un DAC ou un robot, ça va leur permettre de se concentrer en fait pour optimiser la production laitière sur les vaches vraiment en première partie de lactation. Un autre point important, Anthony l'a aussi mentionné, c'est la couverture énergétique de la ration. L'énergie, c'est quand même le premier nutriment pour fabriquer du lait. Donc, s'il n'y a pas assez d'énergie dans la ration, en rajoutant des acides aminés, on ne va pas forcément observer de réponse. Il va falloir vraiment plutôt aller vers une reformulation de la ration pour rajouter de l'énergie, hein. Et dernier point que je voulais mentionner, c'est dans les cas où on a une ration avec un niveau de protéines très élevé, on a probablement un gaspillage d'énergie, hein, de protéines, pardon, qui peut se retrouver facilement avec les taux d'urée élevés. Et dans ce cas-là, c'est pareil, l'ajout d'acides aminés juste en on top comme ça va pas avoir d'effet bénéfique plus que ça. Il va falloir se focaliser plutôt sur une reformulation de ration, hein, encore une fois, avec cette fois un objectif de baisse de protéines pour avoir un meilleur équilibre azoté. Voilà pour les points d'attention en fait, hein, pour implémenter la nutrition acides aminés et lysine en particulier. Je voulais juste finir par cette diapo pour montrer en fait l'intérêt croissant de la nutrition animale, hein, sur les acides aminés. Donc, vous voyez des titres de presse récents qui prouvent qu'en fait, il y a un intérêt de plus en plus important. Donc, on croit vraiment que c'est un sujet d'avenir. Voilà pour moi. Je repasse la parole à Anthony, peut-être. Oui, donc c'est bon, je remets le micro. Donc par rapport à, donc d'abord je te remercie Clément, bien sûr, de ton intervention. Donc je pense que ça a été
beaucoup plus clair pour certains éleveurs notamment. Et donc, ce qui me permet de rebondir justement sur le sondage, hein, puisque, comme je vous précisais tout à l'heure, suite au sondage, donc par rapport aux éleveurs aujourd'hui présents sur ce webinaire, 43% utilisent des acides aminés et donc 57% n'en utilisent pas. Alors après, il aurait presque fallu leur poser la question, aujourd'hui, sont-ils prêts à utiliser ou à réfléchir à l'utilisation? Et puis, donc, la deuxième question, quels sont les bénéfices d'un apport d'acides aminés dans la ration des vaches laitières? Donc, 38% ont répondu la production de lait, 25% la matière protéique, donc la matière grasse 0%, la reproduction 11%, la santé 11%, et puis environnemental 22%. Donc voilà, donc on a des réponses à différents niveaux, mais vous voyez que par le biais de cette présentation, on peut vraiment avoir différentes réponses ou différents résultats des acides aminés dans les élevages. Alors Clément, je reviens vers toi, on a quelques petites questions. Donc à partir de quel jour avant le vélage donne-t-on à une vache tarie des acides aminés pour son adaptation de protocole lysine plus lysine? Dans tous nos essais, en fait, ça a été à partir de 21 jours pré-vélage. Vraiment ce qu'on appelle le prépa-vélage, c'est les 3 semaines pré-vélage. D'accord. Donc il y avait une question également sur l'amélioration, enfin les gains économiques. Alors effectivement, j'ai fait une simulation rapide à partir de chiffres de plusieurs données biblio, hein, notamment il y a celle de Proteco qui a été réalisée avec les chambres d'agriculture de Bretagne, des OCL, avec vous d'ailleurs Aginomoto aussi, hein, qui a été présent, où sur 450 vaches testées avec différents élevages. Donc on était sur un gain moyen. Alors là aussi, les réponses ont été différentes selon les élevages, mais des réponses positives à chaque fois, avec cette stratégie donc d'apporter des acides aminés, de réduire l'apport azoté. Et donc à chaque fois, alors la moyenne, on est même sur un gain de l'ordre de 1,5 kg de lait sur les élevages, 1,5 kg de lait et 0,8 points de TP. Voilà, donc c'est une moyenne. L'intérêt économique que j'ai présenté, c'est vraiment une moyenne. C'est plus dans l'idée de se dire, effectivement, si on met en place des acides aminés, donc Clément l'a bien précisé, si on met en place des acides aminés, donc du jour au lendemain, on ne se décide pas de mettre en place des acides aminés parce qu'il y a un coût, il y a un investissement. En revanche, il faut bilanter tout le troupeau, toute la ration, tout l'aspect du troupeau, afin d'optimiser justement les performances et donc d'avoir le meilleur retour sur investissement possible. Clément, donc j'ai une autre question. As-tu des éléments, notamment avec le pâturage? Est-ce qu'il y a un intérêt, des périodes spécifiques plus ou d'autres pour l'apport d'acides aminés? Est-ce que tu as des éléments par rapport à l'herbe notamment, enfin, ou au pâturage? J'avoue que sur le pâturage, on n'a pas tellement d'éléments, hein, puisque, comme j'ai dit, la nutrition acide aminé, enfin en tout cas lysine, c'est quelque chose de très récent chez nous, hein. En Europe, j'entends. La plupart des éléments qu'on a, ils viennent des États-Unis, où au final, il y a vraiment très peu de pâturage. Donc pour l'instant, je dirais qu'on n'a pas assez de recul pour avoir des préconisations sur le pâturage, malheureusement. Ok, je te remercie Clément. Donc une autre question, au bout de combien de temps on peut observer donc lors de ces essais, ou au bout de combien de temps avez-vous observé un effet de la lysine, enfin, donc dans ces essais? Alors là, ça revient à un point que j'ai soulevé un petit peu tout à l'heure. Ça va dépendre du troupeau. Ça va dépendre notamment, bon déjà évidemment de ce qu'on apporte en plus en termes de grammes de lysine sur la ration totale, mais ça va dépendre aussi du stade de lactation du troupeau.
puisque si on a un stade de lactation faible, on va pouvoir observer une réponse très rapidement, hein, dans l'ordre d'une semaine. On va pouvoir déjà voir quelque chose, mais comme j'ai dit, les vaches répondent beaucoup mieux en début de lactation. Donc en fait, plus il y a d'animaux jeunes dans le troupeau, plus la réponse va être immédiate. Si on a beaucoup de vaches en fin de lactation, il va falloir attendre que les vaches, qu'il y ait des nouvelles vaches qui vêlent pour avoir une réponse plus importante. Donc c'est variable. Après, en général, en 1 à 2 semaines, on voit quelque chose. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dans nos essais, en général, on a une réponse qui augmente au fur et à mesure, puisqu'on a vraiment de plus en plus de vaches qui vêlent, et on n'a pas, j'ai envie de dire, on n'a pas 1,5 kg de lait en 1 semaine, et au bout de 2 mois, on a encore 1,5 kg. C'est relativement progressif, dû au fait vraiment de cet effet différent sur les vaches en début de lactation. D'accord. Donc ça répond aussi, ça répond en partie à la question donc de Mathieu, hein, puisque sa question était de savoir est-ce que les vaches réagissent de la même façon au rapport lysine-méthionine. Donc en quelque sorte, tu as un petit peu répondu. Effectivement, il y a des vaches qui vont peut-être réagir plus ou moins vite et avec des niveaux, des niveaux de production un peu différents. Bah, et puis si je peux rajouter quelque chose sur cette question. Sur nos essais, ce qu'on observe, hein, on a fait des méta-analyses et on s'est rendu compte que l'apport de lysine avait un effet plus sur la production laitière, sur le volume de lait, sans forcément avoir un impact important sur les taux, TB ou TP. Par contre, la méthionine a priori plus un impact sur le TP, donc la concentration en protéines, plutôt que sur le volume de lait. Voilà, c'est juste une petite précision. Tous les deux, en fait, vont apporter de la matière protéique en termes de grammes par jour, mais disons qu'avec la lysine, ça va être par en fait plus de lait et la méthionine va être par une concentration plus importante en protéines. Ok, donc je te remercie Clément. Et puis donc une question aussi de Xavier. Donc existe-t-il des programmes logiciels accessibles afin de simuler la nécessité de la supplémentation d'acide aminé? Donc effectivement aujourd'hui les ECL sont équipés donc du logiciel InRation. Donc justement où j'ai montré donc quelques copies d'écran tout à l'heure qui va nous permettre justement donc alors bien évidemment grâce au module Systali hein, de l'INRA, qui vont nous permettre donc d'ajuster l'apport de méthionine en fonction des besoins, la valorisation des acides aminés, et donc d'optimiser l'apport d'acides aminés en fonction des ingrédients de la ration. Donc, il existe bien évidemment d'autres logiciels. Alors après, sur le marché, je n'ai pas forcément de retour ou de référence de logiciels, mais effectivement, à partir du module Systali, voilà, il y a différents types de logiciels. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Alors, oui, je vois une question qui est très intéressante. Clément, utilisable en bio, point d'interrogation. Juste bien préciser quand même que notamment la lysine, alors d'où l'intérêt aussi d'avoir présenté l'essai sur le colza. La lysine justement est certifiée non OGM, donc il me semble, donc tu vas pouvoir confirmer. Et donc dans le cas de filières spécifiques type non OGM par exemple, l'essai belge qui l'éleveur s'est orienté vers du tout colza, on va dire, par rapport à avoir une ration à base soja, peut prétendre en tant que tel livrer du lait en filière non OGM. Et puis donc je vais te laisser confirmer Clément. Oui, je confirme. Et de répondre à la question, est-ce utilisable en bio? Par contre, le bio, ça va être plus compliqué. Ouais. Ouais. Les cahiers des charges font que c'est pas possible. D'accord. Ok, voilà. Donc, mais avoir en tête que là, effectivement, la lysine protégée est effectivement certifiée non OGM. Voilà, donc je vais
à présent couper ou terminer. Je vous remercie de votre participation. Je remercie également Clément, bien sûr, et Ajinomoto d'avoir répondu à notre invitation et puis donc d'avoir fait cette présentation sur la lysine. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je vous mets donc effectivement semaine de la performance, donc vous allez avoir nos coordonnées donc à Clément et à moi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à revenir vers nous. Donc merci beaucoup, à bientôt. Donc en souhaitant vous revoir sur d'autres webinaires de cette semaine de la performance Ellipse, donc du 1er au 4 septembre. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.